bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 9 de La Voix de l'archiviste. C'est votre hôte Gabriel et ça me fait énormément plaisir de vous recevoir parce qu'on commence l'année en force. Je reçois Cynthia Viau-Mainville, présidente de l'Association des archivistes du Québec. Cynthia, comment ça va? Ça va super bien, Gabriel. Merci beaucoup de l'invitation. Bien contente de démarrer l'année avec toi et pour l'Association des archivistes du Québec, effectivement. Je suis là ce soir à ce chapeau-là. J'ai même mis la pin de représentation. Tout à fait. J'ai fait mon devoir. On m'a demandé et ça a été ajouté au costume et au chapeau. Alors, merci beaucoup. Hey, écoute, merci à toi d'être venu. Écoute, t'as un immense CV. Fait qu'on va le survoler très rapidement, mais sache que c'est très résumé. Fait que ça va bientôt faire 3 ans que tu es à la AQ. Ouais. Puis là, je regarde, tu fais charger de cours à l'Université de Montréal en même temps. Oui, et j'ai un emploi à temps plein. À temps plein, qui est conseillère en gestion documentaire pour Éco-entreprise Québec. Oui, tout à fait. C'est... Première question, comment tu fais? Je le fais. OK, d'accord. Tout simplement le faire. Oui, voilà. Je dirais que la gestion des boîtes courriels est le plus grand enjeu. C'est toujours le plus grand enjeu, on dirait. Et quand tu as 3 boîtes courriels substantielles, qu'il y a des choses qui arrivent à tous les jours, j'adore la pause d'été, qui est la pause de l'AQ et la pause d'université. Oui, c'est ça, les deux tombent en même temps. Fait que là, t'as juste une boîte courriel. Et voilà. Et je monitore ça quotidiennement parce que autant à l'AQ, je peux dire, à tous les jours, il y a des choses qui se passent. C'est vraiment un rôle quand même important à l'AQ que oui. On s'entend. Mais moi, ça fait très longtemps quand même que j'étais à l'AQ. Là, pour avoir fait ma petite préparation pour la journée d'aujourd'hui, là, je suis bénévole depuis 2016. OK! Ouais, j'ai été directrice de la région Montréal jusqu'en 2022. J'ai fait une co-direction d'1 an. Puis après, je suis tombée présidente. Alors, j'ai quand même l'AQ, ça fait un bout, là. Je m'y connais quand même bien. OK, oui, donc, depuis 2016. Fait que tu connais bien le milieu, là. En fait, moi, je suis arrivée au certificat, j'ai fini mon certificat, je me suis dit, je vais m'impliquer. J'étais déjà impliquée au baccalauréat en histoire que j'ai fait, en fait, à l'Université Laval. Puis quand j'ai fait la moitié de mon certificat à l'Université Laval, la moitié à l'UDM, à l'Université de Montréal. Fait que quand je suis arrivée à l'Université de Montréal, j'ai continué à m'impliquer dans l'association du certificat. Et quand je suis sortie du certificat, j'ai dit, moi, je m'implique. Je m'implique toujours. Alors, je vais continuer à m'impliquer professionnellement. Et je suis rentrée à l'AQ, puis ça a resté comme ça. Fait que j'ai fait mon premier congrès en 2015, puis après, saut, déjà. Coup de cœur direct. En fait, moi, l'archivistique m'est un peu tombée dessus. J'ai fait un deck en langue, j'ai fait un bac en histoire pour réaliser que j'aimais pas les archives historiques. OK. J'étais assise dans mon association, dans mon local d'association étudiante. Mais t'as fait un bac en histoire. Oui, puis oui, j'ai complété. Là. C'est surprenant, ça. Mais j'étais assise dans mon local d'assaut, puis j'ai fait hey, il y a une affiche de BANQ. C'est quoi BANQ? Là, j'ai fait mes cours en archivistique à option dans le bac, puis j'ai continué. Puis dans le fond, c'est comme ça que ça a fait. J'ai fait de la maîtrise, puis après, j'ai toujours travaillé dans le milieu là, depuis mon bac, en fait. Je travaille dans le milieu déjà, fait que ça a vraiment été... ça m'est tombé dessus, littéralement. Ça a été... Qu'est-ce que tu vas faire avec le bac en histoire? Je sais pas. J'ai commencé comme ça, puis me voilà aujourd'hui avec... C'est quand même vraiment impressionnant que tu as fait le bac en histoire. Finalement, c'est pas les archives historiques qui t'ont allumé. Tu as comme eu cette passion qui est venue comme par la suite. Oui, puis moi, c'est vraiment les gens. C'est vraiment le contact avec les gens. J'ai jamais travaillé avec des archives historiques. Je pourrais. Tu sais, j'ai tous mes cours, j'ai mes connaissances et tout. Mais moi, je travaille pour les archives historiques. Je dis toujours ça. Je dis oui, je gère les archives d'aujourd'hui parce que les gens font des archives puis ils le réalisent pas. Absolument. Mais je fais pas de traitement, je fais pas de description. Voilà. Fait que non, moi, je suis vraiment dans les archives administratives, les archives numériques. Je suis vraiment là-dedans depuis le jour 1. Wow! Ouais, je suis vraiment une pure gestion de l'information, gestion numérique, à vraiment ce sens-là. Écoute, je trouve ça vraiment incroyable parce que pour vrai, moi qui ai étudié en histoire, en fait, j'ai découvert que j'aimais vraiment ça, finalement, la gestion de l'information. Ouais. Mais j'aimais aussi beaucoup les histoires historiques. Fait que c'est quand même impressionnant de voir que justement, après, t'as fait, hey, c'est vraiment juste ça qui m'intéresse le plus. Là. Ouais. Mais tu vois, comme en participant justement à l'association, en étant sur le conseil d'administration, c'est tellement des profils différents qui sont autour de la table qu'on en apprend sur les milieux, on en apprend sur le fonctionnement, sur la réalité des autres. Fait que j'aime ça quand même apprendre de ces gens-là. C'est sûr que je serai pas la première à lever la main pour dire comme hey, je veux participer à une formation en archives historiques parce que dans mon quotidien,
ça m'est moindrement utile, mais je sais que c'est pertinent, je sais qu'il y a vraiment une valeur à se rendre jusque-là. Puis justement, autour de la table, ben, comme on a des points de vue différents puis qu'on a des milieux différents, ben, ça m'apporte quand même ça. Je l'ai, cette perspective-là, quand même, du milieu. Fait que je trouve ça quand même intéressant de ne pas être cloisonné, même si je me cloisonne au quotidien. T'as pas vraiment le choix. Et voilà. Puis, justement, pour ricocher, là, tu parlais de l'AAQ, mais c'est quoi l'AAQ pour les gens qui nous écoutent? Oui, ben en fait, l'AAQ, on le dit AAQ parce que sinon, on va manquer de souffle. C'est toujours ça que je dis dans mes présentations, c'est l'Association des archivistes du Québec. C'est une association professionnelle, c'est pas un ordre professionnel. Alors, on n'a pas un titre réservé, peut-être à l'instar des bibliothécaires avec la Corporation des bibliothécaires du Québec, qui, eux, il faut avoir la maîtrise pour avoir le titre de bibliothécaire. Nous n'avons pas ce type. Absolument. Ça regroupe tous les professionnels, en fait, qui sont en gestion de l'information, en archivistique, en archives historiques, qui travaillent dans ces domaines-là, et c'est tout niveau confondu, là. Ça va technicien, commis, analyste, conseiller, cadre, direction, tout confondu, en fait, sur la province du Québec. Et on a des membres aussi à l'extérieur de la province du Québec. Fait que je tiens à le mentionner. Il y a des gens qui s'intéressent à nous à l'extérieur. À l'extérieur du Québec, des fois, on en voit dans les congrès, en fait, qui participent quand même. Fait que c'est quand même bien. Wow, OK, oui. Oui, puis tu sais, c'est de se dire, en fait, que l'AAQ existe depuis 1967. Alors, on va fêter nos 60 ans l'année prochaine. Mon Dieu Seigneur, wow! Ouais, quand même, on est une des plus anciennes associations, là, quand même, on a beaucoup de vécu. On a passé à travers beaucoup de choses. Mais à travers 60 ans, t'as pas le choix. Là. Effectivement. Puis, comme je dis, en fait, c'est vraiment créé pour et par ses membres. Parce que qu'est-ce que l'AAQ? Ce sont des bénévoles, en fait. On a un secrétariat permanent, en fait, de 2 employés, en fait, avec une directrice aux opérations et une adjointe administrative. Mais tout le reste de la structure de l'AAQ, moi y compris, nous sommes des bénévoles. Et temps, énergie, on n'est pas rétribué, en fait, monétairement. C'est sûr qu'on a, par exemple, nos congrès, parce qu'on a besoin d'être là, comme l'Assemblée. C'est pas mal. L'Assemblée se passe là. Mais encore là, on est une grosse gang, puis on se tient vraiment. Et quand je dis pour et par ses membres, en fait, parce que l'AAQ, elle a 2 grandes missions. La première, c'est d'offrir des services en français, parce qu'on est vraiment le pendant francophone quand même, là, pour le Canada versus il y a l'Association des archivistes canadiens. Oui, absolument. Après, on va plus loin, mais il y a le Conseil canadien des archives, mais au Québec, en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'on offre des services en français à nos membres pour le perfectionnement, l'enrichissement. Fait que tout le volet formation continue, en fait, c'est nous, c'est l'AAQ, en fait, qui a ça dans sa mission. Et la deuxième mission, en fait, c'est de défendre les intérêts des membres et la promotion de la profession. Dans le fond, la reconnaissance, je sais qu'on travaille très fort. Ça a beau faire 60 ans qu'on existe, là, je sais qu'il y a encore du travail à faire. C'est pas facile. On essaye de plus en plus, mais c'est un combat quotidien. Comme je disais tout à l'heure, les gens ne savent pas qu'ils créent des archives. Alors... oui, effectivement. Là, mais tu sais, je pense que c'est la part de notre métier aussi. Là, on s'entend. Il y a des mythes encore, des perspectives et tout ça. Je dirais que du côté des bibliothèques, il y a la même chose aussi, là. Oui, probablement, c'est la même chose. Là. Mais tu sais, on défend en fait autant les étudiants, les nouveaux diplômés. C'est quand même une catégorie de membres qui est quand même très grand là, dans notre membrariat là, de nombre de membres qu'on a. Après, les retraités, on les garde quand même avec nous. On a quand même un volet retraité. On trouvait ça bien. Ça a été créé il y a quelques années. Et ensuite, on a les membres individuels et les membres institutionnels. Fait qu'on a autant les personnes, les individus, que aussi les services d'archives, par exemple, qui peuvent devenir membres de l'AAQ. Alors, ça fait en sorte que tous les employés bénéficient des avantages. Fait que, dans le fond, quand on est seul, oui, individuel, mais quand on est un service d'archives, comme par exemple la Ville de Québec, ben ça vaut la peine, ils sont plusieurs personnes et ils peuvent tous bénéficier du tarif membre, que ce soit pour les formations, pour le congrès, pour la revue, ce genre de choses-là, ça devient accessible. Fait qu'en fait, c'est les membres qui, comme je l'ai dit, personne n'est obligé d'être membre de l'AAQ, là, vu qu'on n'est pas un ordre professionnel ou on n'a pas cette obligation-là. C'est sur une base volontaire. Alors, on essaye de tenir notre membership le plus qu'on peut, mais c'est vraiment ça notre volonté. Puis la mission de l'AAQ, là, c'est à ce volet-là. Ben déjà, premièrement, moi te le dire en face maintenant, merci pour le travail que vous faites. Parce que c'est vrai que c'est pas rémunéré et c'est colossal. C'est colossal comme travail. Et au niveau de la reconnaissance, on pourra en parler. Oui. On en a parlé dans les épisodes précédents. Tous les archivistes qui sont venus vous en ont parlé et ceux qui vont suivre. Oui. C'est un peu difficile. On n'est pas une grosse gang, on pèse pas beaucoup dans balance. Et mettons, on était estimé à peu près à 700 archivistes en 2021. Je sais pas combien on est rendu maintenant, mais... Ouais.
Une profession plus rare, donc merci déjà de ce que vous faites, c'est énormément de travail et j'aimerais ça qu'on parle parce que là tu parlais que toi tu t'es impliqué comme bénévole en commençant. Oui. Et j'aimerais qu'on parle un peu du réseautage parce que moi j'ai beaucoup d'étudiants qui m'ont écrit soit dans les vidéos ou sur TikTok qui me disent hey c'est intéressant tu sais le contenu, merci de nous suivre, mais il y a quelque chose qu'on peut faire avec la AAQ en termes de réseautage qu'on est étudiant, puis j'aimerais que tu nous parles un peu de qu'est-ce qu'un étudiant peut faire pour s'impliquer dans la AAQ et de rencontrer des gens à travers le réseautage. Oui, ben moi, je dirais en fait que quand je parlais de l'AAQ, oui, il y a le conseil d'administration, mais on est aussi, tu sais, en fait, les administrateurs chapeautent aussi des comités, parce qu'il y a des gens qui aiment ça être devant et des gens qui aiment ça être derrière, en fait. Alors, c'est ça aussi que ça l'apporte l'AAQ. Fait qu'une des façons que les gens peuvent s'impliquer, rentrer, puis il y a beaucoup de gens qui rentrent comme ça aussi à l'AAQ, dans un comité. Par exemple, ça peut être le comité des communications parce que, tu sais, faire des publications de médias sociaux, il y a des gens qui ont ces habiletés-là naturellement ou qui le font pour d'autres organisations, qui le font. S'impliquer à la revue parce que y a des gens qui ont des antécédents de correcteurs, de réviseurs. Ça vient aussi. Fait qu'ils viennent s'impliquer, ils voient un peu de quoi ça retourne. Puis des fois, ben ils restent, ils changent de poste, ils font d'autres choses. Ça peut être à ce niveau-là. Puis il y a un comité étudiant et nouvellement diplômé. Exactement. Fait que ça, on l'a créé dans les dernières années. Fait que c'est vraiment pour eux. Fait que c'est vraiment de vous dire, ben, c'est quoi que les étudiants veulent, c'est quoi les activités qui les intéressent, en fait. Là. T'sais, nous, on est des professionnels, ça fait des fois longtemps qu'on a quitté les bancs d'école. On n'a pas nécessairement les réalités de dire, ben moi, mon cours est de 6h à 9h30, je peux pas avoir d'activité dans ce temps-là. Fait qu'on pourrait-tu faire ça autrement? Tu sais, c'est comme nous, en tant que professionnels, c'est quand on va faire un 5 à 7. Ouais, mais non, moi, je suis étudiant, il faut que je quitte. Fait que c'est ces réalités-là qu'en fait, en se mettant ensemble, ben, ce comité-là, ça a ces réalisations-là. Fait que je trouve ça bien. C'est une autre façon qu'ils peuvent s'impliquer. Sinon, ben, il y a des choses, en fait, que nous, on peut faire aussi. On le sollicite, entre autres, les étudiants pour la session étudiante au congrès, en fait, si les étudiants voudraient venir présenter. Quand je disais qu'il y avait des gens qui aiment mieux être devant. Oui, exactement. C'est un excellent exemple, le congrès. Effectivement. Et dans le fond, à la session étudiante, on les invite à venir présenter leurs travaux, leurs rapports de stage, venir les doctorants, les gens qui font des maîtrises, à venir présenter leurs projets. Et également, dans le cadre du congrès, il y a toujours, depuis plusieurs années, le rôle de reporter étudiant. Ça, en fait, c'est des gens qui sont invités à venir au congrès puis qui font comme des comptes rendus pour les médias sociaux. Ils font des entrevues avec des professionnels qui font des conférences. Tout dépendant, ça peut être qui. Des fois, ça peut être des gens de BANQ, des gens de BAC. Ça peut être quand même des gens qu'on ne s'attend pas nécessairement à faire des entrevues. Tu sais, Normand Berthiaume, Guy Berthiaume, quand il était encore à BAC, a fait avec un étudiant. Puis tu sais, des fois, puis ils sont accompagnés, les étudiants, là-dedans. On a des gens aux communications qui sont là avec eux. Ils sont pas laissés tout seuls. Puis ça leur permet... Ils sont pas tout seuls, justement. Ils sont 3, 4. Fait qu'au moins, ensemble, ben, ça leur fait un petit réseau. Puis après, ben, ça leur continue. Fait que ces événements-là, c'est sûr que ça leur permet, eux, d'avoir une visibilité, mais aussi de connaître, en fait, des gens. Parce que le réseau est petit, quand même. Oui. Je dis pas, on connaît pas les 700 personnes, comme tu le mentionnais, mais, tu sais... On voit qui est dans quel milieu, on voit il y a des gens qui prennent leur retraite mais qui sont encore là ou qui s'impliquent encore, ce que je trouve bien. Mais les étudiants, c'est toujours pertinent de les avoir avec nous là, pour ça l'amène plus loin, ils posent des questions, ils veulent en savoir plus. Fait que c'est quand même des occasions intéressantes. Puis, en termes de pur réseautage, ben, c'est certain qu'on a des 5 à 7, on a des soirées vie d'archiviste. Ça fait un petit bout qu'on n'en a pas fait, mais c'est un archiviste, en fait, d'expérience qui vient parler de son parcours, conter des anecdotes. Fait que ça défait un peu l'image aussi qu'on a, tu sais, quand on rentre aux études, on sait pas trop c'est quoi le métier ou tout ça. Fait que ce genre de soirée-là, ben, ça permet de remettre un peu à plat puis de se dire, ben, on a tous des occasions un peu cocasses dans notre quotidien puis on vient les compter autour d'une bière, là, tu sais, ça peut être aussi... Ça fait une belle balance entre la théorie puis la pratique aussi, parce que c'est deux mondes complètement différents, là. Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr que dans les cours, moi, je m'atterre à dire que je vous présente ça, mais mettez un mais. Fait que, tu sais, comme je parlais, les vies d'archivistes, les archivisites aussi. C'est des milieux qui nous ouvrent leurs portes, en fait, puis c'est souvent les archivistes qui font les visites. Fait qu'ils nous sortent, les petits trésors, ce qu'on adore parce qu'on a quand même ce petit côté-là. Mais on peut poser des questions, quel logiciel vous utilisez, les bureaux sont comment, les emplacements, ils nous montrent leur étagère, ils leur montrent. Fait que, tu sais, quelqu'un qui sort de l'école puis qui entre dans un milieu puis qui doit faire ça, ben fait comme hey, j'ai fait une visite, hey,
puis à la fin, on dit « Est-ce que je peux vous recontacter? » Puis les gens sont super ouverts habituellement. Fait que, tu sais, les gens, des fois, se mettent en contact. « Hey, je suis venue faire une visite, j'ai vu ça. Est-ce que tu peux m'en parler plus? » Ça leur permet aussi, encore une fois, de creuser un peu plus loin à l'extérieur de la théorie. Fait que je pense que c'est des opportunités comme ça à ne pas passer à côté là, quand ça arrive. Là. Puis sont souvent gratuites ou à très faible coût. Là. Des fois, c'est simplement parce que frais d'administration, de transport, mais c'est juste de dire que il y a ces opportunités-là pour... puis on parle des étudiants, mais c'est tout le monde. C'est oui, en fait, absolument, oui. Tout le monde, en fait, peut participer et t'inviter à participer parce que même quand ça fait longtemps, oui, on parlait de formation, c'est vraiment ce que je veux dire, le parcours classique de la formation continue de dire « Hey, je vais suivre une formation d'une demi-journée sur un sujet », mais il n'y a rien de mieux que d'aller voir un autre professionnel puis de lui dire « Hey, toi, j'ai une question ou je vais visiter, je vais déménager, tu peux-tu... c'est comme ouvert à tout le monde, en fait. Tu sais, quand je parlais de professionnel, là, c'est comme tout niveau confondu. Et dans tout le cycle de vie, là, c'est vraiment tout le monde qui gère de l'information, en fait. Là, qui peut venir à ces activités. Oui, tout à fait. Fait que c'est membres et non-membres là, aussi. Fait que, tu sais, on invite les membres, mais les non-membres, en fait, on veut les attirer, eux autres aussi. Oui, absolument, ça fait plein de sens. Fait que, c'est ça. Fait qu'on ouvre, la grandeur, en fait, des gens qui sont intéressés. Fait que, tu sais, nécessairement, les gens sont membres, ils auront des rabais, mais après ça, c'est de se dire que ces activités-là sont souvent gratuites là, à tout le monde. Fait qu'il y a pas de... on ferme pas la porte. Absolument pas. Puis moi, je veux juste rajouter un point. C'est si vous êtes étudiant, c'est une méchante bonne idée. Là, moi, c'est ça que j'ai fait. Quand j'étais, avant d'avoir mon stage chez Exporail, j'étais dans le comité perfectionnement. Ouais. Puis c'était comme ça que je m'étais impliqué. Ça m'a permis d'avoir cette expertise-là, de me démarquer, puis d'avoir mon premier stage post-pandémie, après pandémie, quand tout a recommencé. Fait que j'ai pu, grâce à ça, avoir une chance de pouvoir le faire. Oui, parce que le perfectionnement, en fait, c'est intéressant. Tu sais, quand on sort de l'école, on a des idées de formation ou des sujets que peut-être on aurait voulu aborder. C'est le perfectionnement, en fait, qui tombe dans cette catégorie-là. Le perfectionnement aussi, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est le mentorat, en fait, qui est encore une fois pour les étudiants. Mais encore une fois, nouveaux professionnels, nouveaux arrivants, encore une fois, c'est ouvert. Il y a des gens qui font des réorientations de carrière, qui font du mentorat. Parce que, tu sais, moi, par exemple, si je ferais des archives historiques, c'est sûr que je voudrais avoir quelqu'un, un collègue qui pourrait venir m'aider. Puis, tu sais, le mentorat, c'est ça, en fait, c'est on jumelle des gens selon les intérêts ou selon les besoins. Oui. Et après, eux déterminent les modalités. Là. Est-ce qu'on se parle au téléphone? Est-ce qu'on se rencontre? On fait du Teams? Mais c'est de se dire, c'est sur la base des intérêts. T'sais, on essaie toujours de trouver quelqu'un qui sera capable de répondre aux questions. T'sais, je sais que, par exemple, Isabelle Dion, pour les étudiants qui sortent ou qui cherchent un emploi, c'est une référence, mais il y en a d'autres, en fait, qui ont pris sur leurs ailes des personnes, puis « Ah, on va se rencontrer au congrès, tu viens-tu? Ah oui, ben là, c'est la première fois qu'ils se vont en bref. » Fait qu'on a des belles rencontres, des fois, dans des événements comme ça. Puis ça suit pendant longtemps, là, tu sais, il y a des gens qui restent en contact, puis ils vont dire « Ah, c'est plus mon mentor, mais si j'ai des questions, la personne reste quand même là. » Fait que, tu sais, c'est des choses qui peuvent être faites très rapidement dans le parcours, mais qui peuvent suivre après. Puis après, les gens qui en ont fait, redonne, on redonne comme ça un peu au suivant, là, fait que, mais effectivement que rentrer dans un comité, comme je disais, c'est une bonne façon de s'impliquer. Et à l'AQ, ce qui est beau, c'est quand on parle d'étudiants nouvellement diplômés, c'est entre autres pour aider les gens qui sortent de l'école. On peut penser qu'ils ont peut-être moins de moyens. C'est la tarification qui demeure la même, en fait. Oui, ça, sur plusieurs années, en fait, après la diplomation. Fait que ça permet, en fait, le temps que vous trouvez un emploi, que vous avez un salaire, en fait, que vous avez un tarif préférentiel. Encore une fois, sur les formations, sur les congrès, sur les activités, sur votre membership, on s'entend, c'est 50 $ plus taxes. Là. Oui, effectivement, effectivement. Par année, et c'est pas une année calendrier. C'est de la journée qu'on s'inscrit à l'avant-dernière journée que ça fait. Fait qu'il n'est jamais trop tard. Non, parce que, tu sais, c'est vraiment... moi, comme je l'ai dit aux étudiants, j'ai dit c'est toujours profitable, en fait, parce que si vous prenez une date, même si vous terminez, en fait, ou vous trouvez un emploi, vous restez quand même sur ce tarif-là pour le reste de l'année. Il y en a qui sortent de l'école, qui ont tout un emploi, mais qui font « Hey, ma cotisation, faut-tu que je la change tout de suite? » Comme, non, tu peux faire le 1 an, puis après, tu te réabonneras avec le vrai tarif. Là. Exactement. Mais c'est important quand même de s'abonner, justement, quand on a un emploi avec le vrai tarif. Là. C'est certain que des fois, on a juste le réveil de faire « Ah, je vais me réabonner. » Puis les gens, ils font comme « C'est automatique? » Non, c'est pas automatique. Il faut le faire de manière manuelle. Parce qu'on n'est pas comme ça. Là. On vous passe pas... Oui, merci en passant, parce que c'est le genre d'affaire que tu oublies comme ton abonnement Netflix ou quelque chose, mais non. Là, non, on n'est pas comme ça. Puis si vous vous rabonnez pas, on envoie un courriel faire
Tu nous as-tu oublié? Oui. Mais c'est important quand même de le dire, là, parce que si on change de statut ou ce genre de choses-là, Oui, absolument, de absolument. le faire. Fait que, ouais. Voilà. Ça, écoute, moi, je vous le dis, réseautage, c'est super important. Puis là, on parlait justement un peu du perfectionnement. Oui. J'aimerais te lancer sur la certification. Moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Oui. Vous avez fait une nouvelle peau récemment pour votre Ouais. programme de certification. Est-ce que tu Ouais. peux nous parler un peu c'est quoi? Parce que pour faire un parallèle, j'ai des gens sur les réseaux sociaux qui sont d'origine immigrante, qui arrivent au Québec, qui arrivent Oui. avec qui ont travaillé dans leurs différents pays, dans la gestion documentaire. Ouais. Là, il faut qu'ils balancent tout le kit. Comment on navigue Ouais. ça? Qu'est-ce que la AQ peut faire? Là, je répondrai en 2 temps. En Oui. fait, pour les nouveaux arrivants, pour la reconnaissance des acquis et tout ça, c'est vraiment immigration. Ça, c'est hyper important. Premièrement, ça, Ouais. effectivement. Fait que c'est important de le comprendre, c'est séparé. Oui, tout à fait. Parce que sur notre site web aussi, on a une section immigration, Absolument. voir, en fait, nous, on ne reconnaît pas les programmes. Là, on n'est pas dans la reconnaissance des acquis à ce niveau-là. Fait que, en fait, si pour un emploi au Québec, on n'est pas dans ça. Absolument. La certification, en fait, ça fait longtemps, 97 qu'elle existe, parce qu'on a décidé de la poursuivre. Et en fait, dans nos orientations stratégiques 2024-2026, on avait l'action, en fait, de faire une refonte, en fait, mais en fait, de revoir, parce qu'on ne savait pas, est-ce qu'on la garde, est-ce qu'on la garde pas. Il y a eu ces réflexions-là de se dire, ben, c'est quoi la plus-value d'avoir Ouais. une certification? Parce que dans toute cette période-là, on a délivré des certifications, en fait. La certification, c'est quoi? C'est les gens déposent une demande, en fait, Mhm. pour avoir une reconnaissance soit sur la base de la scolarité ou soit sur la base de l'expérience professionnelle. Exactement. Ils doivent fournir de la documentation et on leur disait, tu es certifié. Voilà. Fait que ça, nous, on laissait ça comme ça. Alors, on s'est dit, ben ça ne fait aucun sens parce qu'elle n'a pas de valeur. Ben, c'était ça ma question quand je l'avais vu la première fois. Oui. J'ai dit, OK, parce que, évidemment, encore une fois, je veux le répéter, pour tout ce qui est quand vous arrivez au Québec, c'est avec le gouvernement. C'est même écrit, je pense, en bas là, du perfectionnement à la Ouais. AQ. Il faut Ouais. faire ça avec le gouvernement. Mais Oui. maintenant, il y avait cet enjeu-là. Je me souvenais qu'on en avait parlé dans la classe, on comprenait pas la plus-value de l'ancienne. Exact. Là, quand tu dis peau neuve, c'est en le fond, en 2025, on a travaillé Oui. à qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors, on a décidé de la conserver. On a décidé de la conserver. Il y a des choses qui sont demeurées similaires, comme par exemple, tu dois être membre de l'AQ pour faire une demande de certification. Ça a demeuré identique. Les 2 volets sont demeurés identiques, Mhm. pareil. Là, les choses qui ont changé, en fait, c'est que tu dois renouveler ta certification, en fait. Sur une base, sur 3 ans, en fait, à tous les 3 ans, tu dois renouveler ta certification. Alors, tu dois faire une demande de renouvellement. Tu payes une fois à l'adhésion, tu ne payes pas à chaque Ouais, renouvellement. ouais. Mais à chaque renouvellement, tu dois nous prouver que tu as fait de la formation continue pour maintenir ton titre de certifié. Un peu sur la base des autres professionnels qui, pour renouveler ton permis, en fait, tu dois Oui. avoir fait des formations. Exactement. Ouais, On a décidé d'aller dans cette veine-là, de dire tu dois nous prouver, tu dois avoir des preuves que tu as suivi au moins 3 formations, comprenant une journée de congrès, le colloque, une formation à l'AQ Oui. ou potentiellement une formation avec des partenaires du type la Fédération des milieux documentaires. Fait qu'on pour le moment, les partenaires, c'est restreint, mais pour l'AQ, c'est quand même toutes les formations. Et en fait, à la demande de renouvellement, aux 3 ans, tu donnes tes 3 preuves que tu as suivies et tu es renouvelé comme membre certifié. Fait que ça, c'est la première des choses parce qu'on se disait, ben on peut pas donner quelqu'un à vie parce qu'on donnait tous cet exemple-là de dire, ben moi, je suis membre certifié, mais je suis rendu dentiste. Oui, exactement. Exact. Très bon exemple. Là. Fait que Là, on veut les casser ça, de dire, ben si la personne n'est plus membre, elle sera plus certifiée. Alors, une autre chose qu'on a fait, c'est qu'on publie maintenant la liste des membres certifiés. Fait que là, on la tient à jour, puis dans le fond, les gens ont comme... un peu comme, encore une fois, les avocats ou tout, tu peux aller chercher, en fait, la personne, elle a-tu son permis? oui, Fait que exactement. là, tu peux dire, « Hey, t'es un membre certifié? Attends, OK, oui, dans la liste, mon employeur a la confirmation, en fait, que je suis bien certifié. » Et une autre chose qu'on fait, en fait, c'est qu'on a décidé de publier la liste, mais dans le processus, on demande aux membres qui font la demande, est-ce que vous voulez qu'on informe votre employeur que vous avez reçu la certification? Parce que souvent, les gens le faisaient comme sur une base individuelle, en fait. Et il n'y avait rien. En fait, ils faisaient comme genre, ben je l'ai maintenant, je le mets sur mon CV, sur mon LinkedIn, puis reste comme ça. Mais les gens qui font sur une base d'expérience professionnelle, ben on leur dit, on peut envoyer une lettre à ton employeur pour leur dire, hey, on a reconnu, on est l'association professionnelle du Québec de cette profession-là, et sachez que votre employé
rencontre les critères pour avoir cette certification-là, il l'aura pour les 3 prochaines années et il est en fait invité à faire de la formation continue pour poursuivre. Fait que ça l'aide aussi les membres, en fait, de se dire, ben je dois faire de la formation continue. En fait, dans le métier, c'est très important. Oui. C'est essentiellement, t'as pas le choix. Eh ben, en fait, tu peux prendre le choix. Tu peux tout à fait prendre le choix de t'auto-former. Ouais. Mais c'est de se dire, en fait, que justement, l'employeur, après, ben, c'est de se dire, ben, dans les évaluations de performance, dans les évaluations de rendement, c'est de dire, OK, ben, tu as eu ça aussi cette année. Fait que, tu sais, on voyait vraiment la plus-value d'inclure aussi les employeurs dans ça, puis le volet public de rendre la liste disponible. Fait que oui, Peau Neuve, en fait, que c'est la même base professionnelle et scolarité. Je pense que c'est des bases assez classiques. Oui, absolument, oui, tout à fait. Parce que la scolarité, ben, ça l'aide à trouver des emplois. Fait que, tu sais, c'est vraiment de se dire, après, on émet une lettre quand même, on émet un certificat, les gens repartent quand même avec quelque chose qui est similaire à avant, mais pour l'emploi, ben, c'est sûr que d'avoir une lettre qui vient dire à quelle date tu l'as eu, tout ça, c'est pour le volet. Le volet expérience professionnelle, ben, justement, l'employeur est maintenant inclus. Est inclus, puis ce que je trouve génial, là, c'est sûr, moi je travaille autonome, ça s'applique pas, mais si t'as un supérieur, ben tu sais, quand c'est le temps de négocier, moi je voyais ça, s'il faut que tu négocies une augmentation, ben, ça peut être une affaire, tu peux dire, ben regarde, je me suis formé, je suis toujours à jour sur la AQ, j'ai fait telle formation cette année pour devenir un meilleur archiviste, fait que moi j'ai trouvé que ça pouvait être un levier, peut-être. Ben, je crois que dans un monde idéal, oui, en fait, mais c'est de se dire, en fait, on donne une légitimité à la certification et ça sera plus n'importe qui. Oui, absolument. Ouais. Qui aura la certification. Fait que c'était un peu dans cette volonté-là, en fait, qu'on a resserré le 3 ans. Puis 3 ans, tu sais, ça reste quand même... Il y a des fluctuations dans la vie. On sait qu'il y a des gens qui peuvent avoir des congés de maternité, paternité, oui, exactement, tout ça. ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr qu'il y a des modalités qui sont prises en considération, mais on se dit, sur 3 ans, faire 3 formations... C'est très raisonnable. Ben, c'était un peu notre base qu'on s'est dit pour le renouvellement. Fait que, voilà. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée. Puis j'ai accroché particulièrement avec la formation parce que justement, comme tu dis, ça donne une petite légitimité. Mais là, je veux t'amener sur un sujet qui est incroyable. Un sujet qui me passionne beaucoup. Là, vous vous êtes impliqué dans ce qui est... Parce que là, tu parles de certification, on parle de reconnaissance de la profession. Et là, vous... je vois où est-ce que tu t'en vas. Je me demandais. J'ai lu votre... Qu'est-ce que vous avez fait, en fait, là? Bon, je veux dire, la loi, ça fait longtemps. La loi sur les archives. La loi sur les archives, 1983. Oui. Ça date. Puis là, nous, les archivistes, on pagaille avec une loi qui est plus adaptée à la réalité numérique, à la réalité qu'on a présentement. Oui. Et là, vous avez travaillé la AQ avec d'autres organismes pour faire, justement, avancer ça. Peux-tu nous parler de ça, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. En fait, à l'AQ, c'est sûr qu'on est très impliqué en fait dans ce genre de dossier-là. Je parlais de la reconnaissance, je parlais de ce volet-là. La loi sur les archives, c'est le combat d'une vie. Oui. On s'entend. Il y a eu plusieurs tentatives qui ont été faites à plusieurs étapes. En fait, ça a toujours été avorté. Ouais. Alors, c'est pas dire c'est la première fois, c'est la énième fois. Ouais. On a même eu, en fait, dans les dernières années, le ministre Lacombe qui est venu dans un congrès, qui est venu nous dire « Oui, la loi sur les archives », mais on l'attend toujours. Oui. Alors, voyant la fin du gouvernement qui arrive sous peu, en fait, on s'est dit, OK, on prend l'opportunité, on saisit la balle au bon. Et en fait, comme tu as mentionné, on a lancé, moi j'appelle ça comme une espèce d'offensive, là, pas, parce que, pas que ça sortait d'un peu nulle part, mais je dirais que dans la dernière année, il y a plusieurs sujets, en fait, qui sont sortis dans les médias auxquels on a eu à répondre, en fait. Il y a eu des coupures budgétaires, il y a eu, par exemple, on a été interpellé pour Musique Plus, on a été interpellé pour les coupures de financement pour les recherches dans les archives historiques pour les pensionnats autochtones. Fait que là, OK, il y a comme une mouvance là, de prise de position. Fait que là, à la fin de l'année dernière, avec 3 autres organismes, alors le Réseau des services d'archives du Québec, le regroupement des archivistes religieux et le regroupement des services d'archives privés agréés du Québec. On a signé une lettre, en fait, qu'on a envoyée, aux intervenants, aux autorités gouvernementales, alors le ministère de la Culture et des Communications, duquel relève la loi. Mais à d'autres aussi. On a quand même fait cette offensive-là et on a fait l'offensive dans les médias.
OK? On a décidé de sortir. On a décidé vraiment. Et en fait, tous nos collaborateurs aussi, au niveau patrimoine, on leur a transmis. Mais on a quand même eu un écho, en fait, dans les médias, en fait, justement parce qu'on a pris position là, beaucoup cette année. Oui. Alors, dans le Soleil, ben, en fait, dans toutes les coops de l'information, alors la Tribune, ces médias-là, on a eu la chance d'avoir notre lettre qui a été publiée. On a eu aussi dans la presse. Oui, je l'ai vu, celui-ci. C'est ça. Il y a eu plusieurs échos. Et rapidement, en fait, le gouvernement est revenu vers nous. Alors, là, je peux vous le dire, là, on a... Wow, OK. Oui. OK! Ben, au mois de décembre, en fait, on a publié vraiment une nouvelle sur notre site qui remet toute la démarche qu'on a fait depuis... Ça paraît pas, mais c'est juste novembre. Pour nous, on dirait que ça fait comme vraiment longtemps. Mais quand je dis que la AQ est impliquée depuis longtemps, on est un membre sur le comité consultatif sur la modernisation de la loi sur les archives que Bibliothèque et Archives nationales du Québec chapeautent parce que eux, dans leur démarche, en fait, dans la dernière mouture de la démarche là, qu'ils ont fait, pour ceux qui s'en rappellent, il y a eu des mémoires. En fait, il y a eu un appel de mémoire qui a été fait en 2020-2021. Fait qu'eux, après avoir eu cet appel-là, ils ont lancé le comité et ils travaillent à ce niveau-là. Sauf que, voyant qu'il y avait comme rien, c'est là qu'on a décidé de lancer notre offensive. Voyons-le comme ça. Et comme je le disais, rapidement par la suite, le gouvernement est revenu vers nous. Et en fait, on a renvoyé de la documentation, vraiment les intervenants du milieu. En fait, il n'y avait pas BANQ dans la boucle. On a rencontré des gens déjà. Je peux vous dire que dans les prochaines semaines, il y aura une rencontre avec des intervenants du ministère des Communications et de la Culture et des Communications. Et en fait, ce qu'on veut, c'est d'interpeller puis qu'on veut que le ministre s'approprie ce dossier-là. Je peux vous dire que quand on parle... le côté de « ouais, elle est vieille hein? ». Ça arrive rapidement de se dire « ah, faudrait faire quelque chose ». Mais après, là, c'est qu'est-ce que le quelque chose? Exactement. Il faut s'entendre. Parce qu'il y a aussi tout l'appareil législatif autour qui a changé, qui a été modernisé. La loi sur l'accès, la modernisation de la protection des renseignements personnels, la gouvernance des ressources informationnelles. Fait que, tout ça a été mis à jour, sauf nous. Fait qu'on s'entend qu'il y a une interdépendance de ces lois-là. Fait que comme je le dis, ça va être un travail quand même. Je dirais que notre objectif, c'est vraiment de réussir parce que s'il n'y a pas de dépôt officiel avant juin, c'est passé, là. On a manqué, là. Fait que faut vraiment... vous voyez la fenêtre, là. OK. De juin 2026, là, c'est... C'est là qu'il faut... Oui, parce qu'on se dit, tu sais, après, il n'y a pas de présence pendant tout l'été, puis à l'automne, ben ça va démarrer rapidement la campagne électorale. Fait que c'est vraiment... la fenêtre est là. Quand on a déposé la documentation, dans le fond, on a déposé les mémoires, parce que, tu sais, ça reste quand même que c'est les avis du milieu. Oui. Et nous, en fait, on a fait une note d'actualisation, parce qu'on s'est dit, ouais, ben ça date quand même, tu sais, 2021 à 2025, tu sais, y a-tu des choses vraiment, puis ça nous a permis, nous aussi, tu sais, de se remettre dedans parce qu'il faut établir nos priorités. Oui. Puis c'est pour ça qu'en fait, qu'on a fait des nouvelles à l'AQ à ce sujet-là, parce qu'on veut que le milieu soit au courant, parce que quand on va faire appel à vous, en fait, vous allez aussi, tu sais, c'est pas juste nous en tant qu'association, des lettres, que ça soit des mémoires, que ça soit... C'est ça, il n'est pas trop tard pour en fait, ça va être sollicité. Si on réussit, on croise les doigts. Mais oui, tu sais, en fait, le but, c'est de se rendre à ce qu'on ait besoin, en fait, d'aller justement, parce que dans la séquence, il y aura des consultations, puis on va avoir besoin des gens pour supporter ce projet de loi-là. Et dans le fond, c'est de se dire que le ministre se l'approprie et veuille en faire son flambeau. Je veux pas dire que l'identité québécoise et tout, en ce moment, c'est d'actualité, là. On s'entend que la mémoire, ça fait partie de ça. Exact. Fait que je vous dirais qu'on a quand même un bon levier au niveau mémoire, au niveau, je peux dire, se rappeler qui qu'on est puis pourquoi on existe. Fait que là, c'est sûr climat que... géopolitique parfait pour, comment dire de même, pour réaffirmer cette identité. Puis, c'est de faire en sorte, en fait, que on garde des choses et que ça soit bien géré parce que un des enjeux, puis là, comme je dis, il va falloir voir comment on va gérer la loi. La loi sur les archives ne porte que sur les organismes publics. Exactement. Fait que ministère et organismes, oui, les écoles, les hôpitaux, tout ça, les sociétés de transport. Mais après, tu sais, c'est de voir, qu'est-ce qu'on fait pour le reste de la société québécoise, tu sais, on s'entend? Oui. Fait que c'est ça. Mais je peux dire qu'on est
très dedans. Ben, c'est excellent, puis c'est génial d'entendre qu'il y a Oui. une fenêtre là-dessus. Oui. Et là, je vais te poser une question là-dessus parce que Ouais. moi, ça me fait capoter parce qu'on a hâte qu'elle arrive, cette nouvelle loi. Je pense Oui. que tous les archivistes l'attendent un peu. Mais essentiellement, dans le dernier épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Axoni, vous l'avez vu, et de la Fédération, justement, des professionnels de gestion d'information archivistes de Belgique, nous expliquaient que eux, dans leur loi sur les archives, ben, les cabinets de ministres sont pas inclus. Mhm. Fait que tous les documents de ministres passent en déchiqueteuse. Bonjour les amis, j'interromps le programme encore une fois. Très rapidement, je suis désolé, dans le feu de l'action de la conversation, j'ai dit tous les documents, mais sachez que quand j'ai fait l'épisode avec Axoni, il mentionnait que c'était la majorité. Il y avait parfois des documents qui étaient rattrapés par des administrations, par des centres d'archives. Il y avait également certains ministres à l'occasion qui avaient cette pensée pour la mémoire et qui gardaient leurs archives, ce qui permettait de ne pas tout perdre. Donc, petite correction, ce n'est pas tous les archives qui finissent automatiquement à la déchiqueteuse, mais pour reprendre les mots d'Axoni, une bonne majorité, malheureusement, se perdent parce que la loi sur les archives ne l'encadre pas. Et que, essentiellement, pour avoir une démocratie fonctionnelle, qui fonctionne bien dans un climat qu'on va dire que c'est remis en question, nos institutions démocratiques sont mises en question, la fenêtre n'est pas juste là. C'est hyper important qu'on se dote d'une loi sur les archives à jour. Oups, excusez-moi tout le monde. Donc, je vais finir rapidement mon point, mais essentiellement où je m'en allais avec tout ça, c'est que moi, ce que j'ai vraiment aimé dans ce que vous avez déposé, c'est de nommer un professionnel de la gestion des documents, qui est un responsable. Parce que la loi 25, moi, en tant qu'archiviste, j'ai fait « Oh wow, j'ai tellement un beau levier pour justement m'intégrer dans l'entreprise, de dire « Je suis là pour ça ». Quand j'ai lu ça, j'ai fait « Oui, s'il vous plaît, un responsable, un gestionnaire documentaire qui a une expertise dans le domaine, c'était du miel à mes oreilles. C'était absolument phénoménal. Ben, c'est justement, on va aller avec nos 5 grandes priorités. C'est sûr qu'on veut une modernisation de la loi, on veut une refonte, on sait pas quelle forme ça va prendre, le nom. Oui, Peu absolument. importe. Mais c'est vraiment de se dire, en fait, tu sais, cette loi-là, en fait, puis c'est drôle parce que je parlais avec des gens, justement, au gouvernement, puis tout ça, puis ils nous disaient, tu sais, sans que vous avez eu cette modernisation-là, vous avez continué à l'appliquer au numérique. C'est pas écrit nulle part, tu sais. Exactement, mais on le fait pareil. Mais on le fait, tu sais, parce que on a un bon vouloir que ça se fasse, tu sais. Oui, Fait absolument. qu'il dit, tout le monde est de bonne foi. Absolument. Mais c'est de se dire, malheureusement, ça s'appliquait aux organismes publics. Depuis 40 ans, il y en a encore qui sont dérogatoires de la loi. Absolument, absolument. Fait que là, c'est de se dire, ben, comment on ramène tout ça, en fait? C'est de se dire, ben, il faut que la loi elle ait quand même un impact aussi. Absolument. Pour la blague là, de l'amende qui est mentionnée dans la loi sur les archives actuelles, tu sais, Ouais. on s'en va pas vers là. Mais c'est juste de se dire qu'est-ce que cette loi-là va changer aussi, tu sais, qu'est-ce que ça va apporter à la société québécoise, à la profession, au gouvernement, tu sais, qu'est-ce que le gouvernement a à gagner. C'est un peu ça, en fait, qu'on va mener comme cheval de bataille, là. Je vous dirais, dans les prochaines semaines, on a une rencontre d'ici la fin janvier, là. Ah ben, on Fait est que- avec vous. Merci. Rapidement, pour terminer, Oui. ma question de fin. Oui. Un défi que tu as rencontré dans ton métier, dans ton travail. Ben, dans mon travail de présidente, Oui. je dirais, ben, tu sais, c'est certain, la coordination de toutes les activités. Oui. Je dirais, on est tous bénévoles. Mhm. Alors, c'est certain que les départs, les changements de rôle, tout ça, je pense que dans un emploi, c'est quelque chose quand un collègue part. Mais quand c'est un bénévole, absolument rien le retient. Oui, effectivement, il y a cet enjeu-là. Fait qu'effectivement, je dirais que c'est ça. Puis, tu sais, je sais que la AQ, dans les dernières années, en fait, quand on a eu un changement de direction générale, ça a été le plus Oui. dur. Là, on a une stabilité, on est super bien, mais je pourrais dire que, tu sais, il faut quand même avoir cette stabilité-là quotidienne. Tu sais, c'est sûr que le capitaine, en fait, tu sais, la présidence aide à diriger tout ça, Mhm. mais de se dire, ben, il y a quelqu'un qui répond au téléphone aux membres, là. Oui, Tu sais, oui, nous, oui, moi, c'est c'est ça. vraiment ça le plus important, c'est qu'il y a quelqu'un pour les membres. Oui, des fois, ça revient vers nous, au Oui. conseil d'administration, mais c'est simplement de se dire, ben, on a la rétention, en fait, des bénévoles. Tu sais, on veut toujours en trouver, en fait. Tu sais, quand tu mentionnais, ça fait 3 ans, ben, selon nos statuts et règlements généraux, moi, je vais quitter. J'ai atteint, je crois, avoir atteint ce que je peux donner à l'AQ, en fait, parce que avant, c'était des mandats d'1 an à la présidence. 1 an, ça va très vite. Oui, On oui. l'a changé pour 2 ans.
Alors, ben c'est ça, moi j'ai fait ça, mais là je sais que par exemple pour tout le transfert de la connaissance, tout ça, tu sais, Absolument. quand on est bénévole, je disais, il n'y a rien qui nous retient. C'est encore moins le cas. Fait que, tu sais, c'est justement la rétention des bénévoles, trouver des bénévoles, vouloir s'impliquer. Tu sais, je pense que tout le monde peut le faire à certains niveaux. On peut avoir de l'aide, tu sais, on n'est jamais seul à l'AQ. Tout le monde est là et sympathique. Mais c'est ces genres de défis-là. Puis je peux dire, toutes les associations professionnelles là, rencontrent ça. Là, je peux en témoigner. Là, tu sais, il y a des fluctuations dans le nombre d'administrateurs, tout ça, mais on essaie quand même de maintenir les activités. Je pense que les membres bénéficient quand même davantage puis à ce niveau-là. Mais en termes de défis, effectivement, là, le bénévolat, c'est un défi, la gestion, effectivement. C'est un excellent exemple avec la gestion de personnel, c'en est un de nos dossiers, puis avec le bénévolat, c'en est un bon. Ouais. Ben, écoute, Cynthia, je te remercie énormément. Je pense que j'ai assez dit de choses. Je pense que j'ai assez... Ça l'a tellement passé vite. J'avais tellement de questions à propos de la nouvelle loi, mais écoute, si je peux juste vous dire quelque chose, premièrement, impliquez-vous. Ça aide beaucoup à l'Association des archivistes et vous faites l'effort d'aller de l'avant. C'est pas un défi facile, c'est d'amener ça, mais ça va prendre que ses membres poussent aussi. Fait que quand vous dites l'appel aux lettres, je vous invite à tous vous impliquer. Ça nous prend une nouvelle loi sur les archives, là, c'est fini d'attendre. Là. Fait que si on a une fenêtre, je pense qu'on devrait donner un coup. Oui, puis ça va nous faire plaisir de vous voir à Montebello. En mai 2026, alors 13 au 15 mai, en fait, et pour la blague, on est dans le comté du ministre Lacombe, le ministre de la Culture et des Communications. C'était prévu. C'était prévu. Alors, on espère le voir, je dis ça comme ça, mais venez au congrès, tu sais, tous les ans, on change d'emplacement au Québec, alors peut-être que Montebello, c'est trop loin, mais l'année prochaine, ce sera un autre endroit, là. Il y a même le congrès virtuel si... Oui, c'est vrai, ça. Tu sais, ça peut être vraiment une opportunité comme ça. Là. Sinon, il y a le colloque, les formations, puis tout ça. T'sais, restez à l'affût, je pense. Vous pouvez être membre de l'AQ et être inscrit à l'infolette, mais ne pas être membre de l'AQ et s'inscrire à l'infolette mensuelle. On n'est pas harcelant. Une par mois. Mais suivez les médias sociaux. En fait, on fait des annonces, comme je te dis. Là, si vous voulez avoir tout le récapitulatif des actions qu'on a fait pour la loi sur les archives, dans les derniers mois, c'est disponible. C'est une nouvelle quand même importante là, qu'on a publiée à la fin de l'année. Puis on vous tient au courant des débouchés. Là. Moi, je suis... quand j'ai commencé mon mandat, j'ai dit transparence, puis j'ai vraiment tenu la ligne, en fait, je crois, tout le long des dernières années, puis ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Ben, merci énormément, Cynthia, d'avoir prêté ta voix à la voix de l'archiviste. Merci beaucoup. Merci beaucoup.